Bienvenue à cette 14e édition du festival, qui est vraiment une très très belle édition, je dirais. J'ai le très grand plaisir de vous présenter Morgane Labarre, qui est le directeur de l'École nationale des beaux-arts à Lyon depuis septembre 2014, et ce qui l'a fait vieillir au moins 1 an en l'espace de quelques mois. Il est très jeune pour avoir cette fonction-là, et ça ne tient qu'à ses qualités, qui sont nombreux. Donc, Morgane, il est historien et critique d'art. Il a fait une thèse, il est aussi normalien, il paraît, c'est important de le dire en France. Il a fait une thèse à l'Université Paris 1 sur le thème de la bêtise, dont on va aussi parler aujourd'hui. Et donc qui a été publié d'ailleurs, le livre, vous pouvez vous le procurer au Salon du Livre sous le titre de La gloire de la bêtise, régression et superficialité dans les arts depuis la fin des années 80. Aux presses du réel, c'est vraiment un ouvrage important et qui traite de grands artistes américains, mais pas uniquement, et donc ce retour vers la bêtise comme une stratégie artistique en fait. Il enseigne aussi toujours, même maintenant. Il s'intéresse à beaucoup de choses, dont le thème de l'indégénéité. Donc, il essaye de comprendre les catégories avec lesquelles les historiens de l'art, mais pas uniquement les historiens de l'art, travaillent. Donc, pour vraiment se poser des questions sur leur validité. Il est aussi engagé à l'ADNEA, qui est l'association des écoles d'art, ce qui est une bataille aujourd'hui, je pense. Lorsque je lui avais invité au festival, c'est aussi parce qu'il connaît très bien un des collectifs importants autrichiens, Gélitin, dont il va nous parler, et où on voit déjà cette violence qui était très présente dans les actions des actionnistes, être un peu dérivé vers la bêtise, je dirais. Et donc c'est cette évolution-là un moment dans la performance artistique qui était extrêmement violent, corporel, vers quelque chose qui est plus ludique, peut-être aussi pose question. Donc voilà Morgane. Vous aurez la possibilité de poser des questions après. À toi. 1, 2, vous m'entendez bien? Merci infiniment Verle pour cette généreuse introduction et cette très belle synthèse de l'intervention que je vais faire. Tout y était. Je précise juste que par rapport à ce qui était dans le programme, j'ai enlevé la question de l'activisme parce qu'elle était en réalité trop peu présente dans mon intervention. Donc si c'est vraiment les pratiques activistes qui vous intéressaient, vous risquez d'être déçus. N'hésitez pas à sortir de la salle maintenant. J'ai dû, parce que j'en avais finalement trop peu pour que ça ait du sens. Je suis très heureux de faire cette présentation aujourd'hui. Et je voulais remercier tout particulièrement, donc bien entendu le festival, mais tout particulièrement sa directrice scientifique Verle Tillmans, puisque c'est la dernière édition pour laquelle tu es la directrice. Ça fait 6 ans, je crois, que tu officies, et ça a vraiment contribué à... Comment dire, ton action a vraiment contribué à positionner le Festival de l'Histoire de l'Art comme un moment important. Et voilà, je tenais à le dire en introduction, d'autant plus que nous nous connaissons depuis longtemps, avant ces fonctions, au moment où je travaillais ma thèse et où j'ai pu être soutenu par la Terra Foundation for American Art, dont Verle était directrice des programmes scientifiques pour l'Europe à Paris. Petit disclaimer aussi, je ne suis pas un spécialiste de la scène autrichienne, je suis historien de l'art contemporain. J'ai travaillé sur notamment donc, le collectif Gélitin, dont vous avez une image à droite de l'écran, à qui je consacre un chapitre dans l'ouvrage issu de ma thèse de doctorat dont a parlé Verle en introduction. Et ces 2 images
disent un petit peu le trajet que je vais faire dans cette intervention. Donc elle sera en deux moments. D'une part, le sujet vraiment énoncé de la violence, de l'excès, de l'outrance dans les pratiques performatives en Autriche depuis les années 60, avec évidemment un premier moment consacré à l'actionnisme viennois, et dans un deuxième moment, une plongée dans la pratique du collectif Gélitin. Alors on dit peut-être Gélitin en allemand, moi je le prononce à la française, donc à qui j'ai consacré beaucoup de pages. Je vais en quelque sorte partir de la violence, cette violence sourde et puissante qui s'exprime dans cette nouvelle forme qu'est l'actionnisme à l'orée des années 60 en Autriche, pour progressivement l'abandonner et ne garder que l'outrance et observer les réponses féministes d'une part, puis ensuite les réponses parodiques, les réponses sur un mode mineur, sur un mode un peu raté, délibérément raté, qui viennent miner en quelque sorte le projet esthétique et éthique, voire politique, de l'actionnisme viennois, qui était une révolte radicale contre l'État, la société, la famille et toutes les valeurs qui peuvent y être associées. Donc dans un premier moment, disons 1960-2000, j'interrogerai également la construction de l'histoire de l'art autrichien, de l'histoire de l'art contemporain autrichien, et la constitution de l'actionnisme viennois comme moment fondateur, comme mythe fondateur, en m'appuyant sur quelques récentes analyses de l'historienne d'art autrichienne Caroline Lynjan-Schopp, avec en toile de fond la question du pouvoir autoritaire. Je veux pas dire du fascisme, mais je pense que certains auteurs, certaines autrices iraient jusque-là. Donc avec, au fond, revient avec une grande puissance dans l'analyse de cette histoire de l'art contemporain, ce retour de l'autoritarisme ou de l'idéologie fasciste qui obsède Thomas Bernhard dans l'ensemble de son œuvre, et en particulier, et c'est le seul exemple que j'ai vraiment bien en tête parce que c'est le seul que j'ai de première main, dans Place des héros, dont les clameurs, celles des Autrichiens venus acclamer Hitler sur la place au moment de l'Anschluss, résonnent encore dans la tête de ce personnage, Hedwig Schuster, en 1988, quand Thomas Bernhard publie et fait jouer Place des héros. Donc, qu'est-ce qu'on ignore lorsqu'on montre la violence artistique sans questionner ses implications concrètes, voire ses déploiements hors du champ de l'art? On fait sans doute une faute politique, et donc je reviendrai sur cela et sur une autre lecture de l'actionnisme. Je voulais dire également en introduction que je vais appuyer l'essentiel de mon analyse de l'actionnisme sur cet ouvrage de Laurence Bertrand d'Orléac, historienne de l'art, présidente du conseil scientifique du Festival d'histoire de l'art de Fontainebleau, qui en 2004 a publié cet ouvrage, L'ordre sauvage, sur donc, la violence dans l'art des années 50-60. Et moi, quand j'ai commencé à travailler un peu sur l'actionnisme, c'était pour les premiers cours d'histoire de l'art que je donnais, c'était en 2012 ou 2013, et j'ai tout écrit, enfin j'ai tout travaillé à partir de cet ouvrage de Laurence, donc je lui rends hommage parce que c'est de là que viennent une partie de mes sources, et si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment. La lecture en est extrêmement agréable et extrêmement riche, cet ouvrage. Donc la violence à l'œuvre et la radicalité des propositions des années 1950-60 est difficile à appréhender pour nous aujourd'hui, donc je voulais faire un très rapide retour sur le cadre intellectuel et moral. Traumatisme et rejet de tout ce qui est lié à la Seconde Guerre mondiale et moment d'utopie renaissante. Donc là, c'est pas seulement sur l'Autriche, hein, c'est un périmètre plus large. Donc ces utopies naissantes, renaissantes, c'est le mouvement hippie, c'est le maoïsme, c'est toutes les formes de révolte contre une société qu'on estime trop rigide ou aliénante, un besoin de liberté. Et donc, il faut penser les œuvres de cette époque un petit peu de la même manière que les événements de mai 68, si je peux oser ce parallèle. Ça ne sort pas de nulle part. Ça signale une cristallisation de tension qui travaille la société en profondeur. Revendication de liberté sexuelle, le droit de disposer de son corps, etc. Dénonciation de l'aliénation d'une société de consommation aliénante. Etc. Donc ces formes d'art qui visent à l'émancipation, elles sont profondément, elles émanent vraiment d'une nécessité qui est partagée par toute une génération.
Pour ce qui est de l'actionnisme viennois, le contexte, c'est la politique conservatrice en Autriche, à l'époque, le passé nazi qui n'est pas réglé dans le sens où il n'y a pas véritablement, là je généralise bien entendu, mais il n'y a pas de culpabilité à l'endroit de la période nazie. On fait un petit peu comme si de rien n'était, alors que l'adhésion au nazisme avait été massive, puisque, contrairement à l'Allemagne, l'Autriche n'est pas un pays vaincu, puisqu'elle avait été annexée. Et donc, le pays est encore très conservateur et très clérical, et l'actionnisme viennois est vécu par ses protagonistes comme une nécessité vitale. Selon les artistes, donc les 4 protagonistes de ce mouvement sont Günter Bruss, Otto Mühl, Hermann Nietzsche et Rudolf Schwarkogler. Il s'agit de protestations créatives, de cris de délivrance dans une Autriche qu'il désigne comme post-fasciste, je cite. Donc voilà pour le contexte politique. Les artistes s'opposent, je disais en introduction, aux structures sociales, la famille, l'État. Pour ce qui est du contexte plus artistique, les actionnistes viennois considèrent les musées comme des cimetières, cherchent à donner une nouvelle vie à l'art, à le rendre vivant dans une tradition, enfin vraiment dans la tradition des avant-gardes depuis le début du XXe siècle. Les futuristes disaient déjà que les musées étaient des cimetières, ou ils disaient peut-être plutôt qu'il fallait brûler les musées. Et c'est toujours amusant de rappeler cela dans le contexte du château de Fontainebleau. Pour ce qui est de l'actionnisme, contrairement au happening ludique ou ironique aux États-Unis, le corps humain est mis à mal, le corps humain est maltraité. Les artistes utilisent du sang, des cadavres d'animaux, de la nourriture, des excréments. Le but est une sorte de retour du corps à la matière, dans une perspective donc d'émancipation des structures sociales, des cadres, des normes, des lois, etc., pour retrouver ce qui aurait de plus pulsionnel, pour laisser libre cours à la pulsion. D'où ces débordements de violence, parfois sadiques, parfois masochistes. Hermann Nietzsche, donc c'est l'un de ces 4 protagonistes, donc là on est sur la première action, en 62. Il passe à ce moment-là d'une peinture gestuelle ou d'une peinture d'action à l'action elle-même au travers de performances. C'est-à-dire on sort d'un rapport à l'art qui est encore centré sur les médiums traditionnels, la peinture, pour aller vers l'action. On ne parle pas encore de performance. Donc pour cette première action, il est vêtu d'une chemise blanche attachée à une croix et se fait asperger de sang par Otto Mühl. Alors, connotation très dramatique, évidemment référence religieuse et christique, avec l'idée d'une communion synesthésique du peintre et de l'œuvre. L'artiste et l'œuvre, on va vers quelque chose de l'ordre de l'art total, une conception sacralisante, grandiose, de l'ordre du rituel. Alors il y a l'influence de Nietzsche, le dionysiaque, il y a l'influence d'Antonin Artaud, le théâtre de la cruauté, il y a l'influence de Wagner et du christianisme médiéval, puisque Otto Nietzsche va appeler ses actions le théâtre des orgies et des mystères. Donc beaucoup de crucifixions feintes, de sang, de sacrifices d'animaux, etc. Et l'artiste, au fur et à mesure de l'évolution de cette pratique, ne sera plus tant un acteur de la performance que le grand prêtre d'un rituel. Je vais y revenir. Otto Mühl, son travail se caractérise plus par des actions collectives plus restreintes, avec une dimension parfois parodique et ludique. Et Günter Bruss, dont je parlerai un peu plus longuement, parce que je le trouve autrement plus intéressant, a une démarche plus individuelle, beaucoup plus masochiste, avec l'idée de retournement de la pulsion contre soi, alors que dans les propositions d'Otto Mühl ou d'Hermann Nietzsche, la victime est toujours, victime entre guillemets, est toujours héroïsée. La première manifestation collective des actionnistes viennois, c'est une action qui s'appelle Orgue de sang, Blutorgel. Et donc je vais vous lire le texte qui a valeur de manifeste. Ils sont plusieurs à écrire dans ce manifeste. Moi, je vais lire le texte d'Hermann Nietzsche avant sa performance qui annonce la mise en scène de pulsions élémentaires, de violences et de corps maltraités.
Je vais me mettre en état d'excitation physique et psychique par des actions et pénétrer jusqu'à l'expérience de l'excès originaire. Je répands, j'asperge, je souille l'espace avec du sang et je me roule dans les flaques de couleurs. Je m'étends tout habillé sur un lit. On remplira et versera sous les draps des boyaux, pieds de vache lacérés, cheveux, eau chaude. Je serai lavé de toutes les sécrétions avec de l'eau tiède et du coton. J'accroche un agneau mort au plafond de la cave, le laisse se balancer à travers la pièce et frappe la tête d'un animal avec un crochet. Je mâche des roses plongées dans de l'eau sucrée et crache la douce chair des roses. Je frappe, piétine, gifle, lapide, fouette, mord, répands le corps, les ventres, palpe ses entrailles mouillées. Je donne mon corps à répandre publiquement. Alors, lors du premier jour de la performance, la police interviendra au bout de 30 minutes. Automul, lui, avait prévu une action un petit peu plus amusante, qui était de défenestrer un buffet rempli de pots de confiture de couleurs différentes. Donc cette action sera annulée, puisque la police intervient au départ. Ils feront 14 jours de prison. Donc j'en parlais avec un petit peu de distance, mais il faut bien se remettre dans le contexte d'une en fait forte répression de ce type de pratique à l'époque, ce qui permet peut-être de mieux comprendre l'intensité avec laquelle ces pratiques sont vécues par leurs protagonistes. Donc, parmi les caractéristiques, la mise à mal des objets traditionnels de l'art et des pratiques de représentation de soi, critique de l'hypocrisie d'une culture supérieure, d'une société évoluée qui n'est faite en réalité que de contraintes, et qui produit les pires horreurs, entre autres en raison du refoulement de toutes les pulsions. Rapidement, voilà à quoi ressembleront les actions d'Hermann Nietzsche 60 ans plus tard. Là, on est après la mort de Nietzsche dans son château à Prisendorf en Autriche, où tous les ans, il organisait régulièrement ce théâtre des actions, des orgies et des mystères. Comme je disais, Günter Bruss a une pratique beaucoup plus intériorisée, plus radicale à mon sens, avec une dimension solipsiste et masochiste assez forte. Promenade à Vienne, 1965, vêtu d'habits blancs et peint en blanc, il a tracé une ligne noire qui le coupe de la tête aux pieds, comme une cicatrice qui le fend en deux, et va traverser Vienne pour se rendre de son atelier au lieu de son vernissage. Donc, ce qui était une action de peindre devient une action corporelle. L'action du peintre devient une action corporelle puisqu'il se peint lui-même et devient, c'est là que ça devient intéressant, une action publique puisqu'il traverse la rue. Donc il utilise la rue comme l'espace d'expression artistique premier, vraiment littéralement sortir de l'atelier pour pratiquer l'art et signifier cette fonction de subversion sociale assignée à l'art. Il sera arrêté par la police et gardé à vue pendant 24 heures pour trouble à l'ordre public. Et son arrestation par la police fonctionne comme la preuve de ce qu'il veut montrer, le caractère répressif de la société dans laquelle il évolue. Donc il dit par cette skise noire la séparation du corps d'avec lui-même, l'aliénation dans une société faite de normes répressives. En 1970, Zerreißprobe est une performance qu'il réalise à Munich, en Allemagne, puisqu'il est passible de prison à Vienne. Et donc il est à genoux, porte un slip d'homme et un porte-jartel de femme, donc dit une forme d'androgynie par cela, ou la volonté de ne plus appartenir à aucun sexe. Il s'entaille la cuisse, découpe au ciseau le slip et le porte-jartel, se retrouve nu. Dos au public, il incise son crâne avec une lame de rasoir. Une ligne de sang coule le long du crâne, puis dans le dos. Il reste immobile, une ligne qui rappelle évidemment Promenade à Vienne, quand on a vu les images juste avant. Puis noue des cordelettes à ses chevilles et ses poignets, qui l'écartèlent littéralement. Il résiste, retombe, glisse, roule par terre, crie jusqu'à épuisement et sort de la salle, traverse le public pour se rendre aux toilettes. Donc il y a quelque chose d'un acte autosacrificiel dans cette action, une sorte de pré-suicide collectif avec ce corps symboliquement lacéré, coupé en deux. C'est la fin aussi de
tout langage, l'abolition en quelque sorte du langage et de la pensée pour n'avoir en fin de performance qu'une masse de chair contrainte et souffrante. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une destruction totale du corps, évoquée par les mutilations, l'allusion à la castration. Et c'est une œuvre limite, en quelque sorte, pour Bruce, qui est vraiment un cas extrême dans l'actionniste viennois, qui pousse jusqu'au plus loin cette expérimentation sadomasochiste de contrainte et d'automutilation, pour penser l'œuvre comme la dernière tentative d'échapper au pouvoir normatif de la société en lui soustrayant son corps. On pourrait faire une analyse en termes foucaldiens de dénonciation du biopouvoir, mais je vais manquer de temps. Et donc, je voudrais de là passer à ce qu'ont pu être des réponses féministes à l'actionnisme viennois, avec le cas de Vali Export. Ce n'est pas son nom de naissance, ni son nom de femme mariée, puisqu'elle change en 68 pour son nom de femme mariée pour s'appeler Export, en référence à la marque de cigarettes Smart Export, avec cette idée à la fois de construction d'une nouvelle identité, d'une manière ironique de critiquer la valeur marchande associée à l'image de la femme. Ça, c'est je mets une image de Remote qui a été présentée hier par Christina Blumlinger et Ulrike Einstein au cinéma, qui a eu elle aussi une forme d'automutilation. Donc il y a quelque chose là encore de très violent, mais avec une violence beaucoup plus contenue. Elle s'entaille, mais sans saigner, le tour des ongles. C'est très difficile à regarder. Moi, j'ai pas réussi à regarder jusqu'au bout. Je baissais la tête dans le cinéma. Mais ça s'inscrit vraiment dans le même mouvement, mais ça rajoute d'autres paramètres. C'est une œuvre vidéo. C'est une femme. Il y a la présence des enfants à l'arrière. On n'est pas dans le débordement de violence, on est dans quelque chose de beaucoup plus contenu que ce qu'on a chez les actionnistes. Alors on a parfois parlé d'actionnisme féminisme, et clairement il y a quelque chose de cet ordre de là dans une performance comme celle-là. Il y a quelques années avant, d'autres performances clairement féministe, là en réponse à la misogynie d'une partie des figures de l'actionnisme viennois. Elle fait cette performance dans laquelle elle promène en laisse dans Vienne l'artiste Peter Weibel. Dans Tapuntask Kino, cinéma Taton, qui là encore est une performance publique, donc elle est dans la rue et c'est Peter Weibel avec le mégaphone qui invite les personnes, les passants à venir toucher à l'aveugle dans cette boîte qu'elle porte sur la poitrine qui est fermée par un rideau et à travers laquelle on peut toucher sa poitrine. Donc évidemment, dénonciation de l'aliénation du corps de la femme, trop souvent réduit à n'être que le simple objet de désir pour les hommes, mais là encore, ce qui est intéressant, c'est que ça se fait dans l'espace public. Et là, on est vraiment à la frontière entre performance artistique et activisme politique, ou c'est peut-être une des premières occurrences d'artivisme artistique. Je voulais dire un mot de cette image archi connue, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé beaucoup au festival. Alors j'en dis quand même un petit mot. C'est peut-être l'image la plus connue de Vali Export. Et il faut bien avoir le contexte en tête. Cheveux hirsutes, gourmette en argent au poignet, habillée en noir et le jean déchiré à l'entrejambe laissant voir son pubis, une mitraillette factice à la main. Elle entre dans un cinéma pornographique à Vienne en pleine séance et annonce qu'il y a de vraies parties génitales à toucher. Et invite le public à venir les toucher. Et le public va progressivement vider la salle sans que personne ne s'essaye à prendre l'artiste au mot. Et donc là, elle pousse jusqu'à ses extrêmes limites la logique du corps-objet et du dévoilement du corps féminin dans la performance. Donc ce que ça met en lumière, c'est aussi que le corps, qui est toujours un corps, le corps féminin qui est traditionnellement dans l'histoire de l'art un corps objet, un corps désiré, est toujours dans une situation, disons, minorisée et qui traduit des situations de pouvoir et des situations de violence. Voilà, c'est important. Et on a retenu que l'image en général, mais c'est l'histoire derrière qui évidemment est intéressante.
c'est cet art féministe autrichien. Il va y avoir, là je donne juste des références pour celles et ceux que ça intéresserait de prolonger, quelques grandes expositions à Vienne d'artistes féministes, alors, et pas seulement dans une tradition de performance ou d'actionnisme. Il y avait une très intéressante conférence d'Edith Futcher hier qui montrait tout le travail sur la question du langage qui traverse les pratiques de ces artistes féministes dans les années 70 en Autriche. Donc cette exposition-là qui est dans la commissaire et Valier Export, 1977, encore une autre. Bon, là, j'ai pas le temps et je voulais aller jusqu'à et ne pas en parler parce que j'apprécie. Enfin, c'est un travail qui est très polémique, extrêmement polémique, mais on a toujours cette logique de la violence, de l'adresse de la violence contenue. Ça le fait écho évidemment à Valier Export avec sa mitraillette, Elke Christufek, qui fait le poster de la sécession de Vienne, donc l'exposition en 1997. Et je voulais, juste avant d'arriver à Gélityne, faire ce petit retour sur la question de l'histoire de l'art, de ces lectures de l'histoire de l'art autrichienne. Donc ça, c'est l'affiche d'une exposition importante, les débuts, l'art en Autriche de 1945 à 1980, à l'Albertina en 2020. Et l'historienne d'art autrichienne Caroline Lilienshop, que je citais précédemment, dans sa revue critique de l'exposition, publiée dans le Art Journal, critiquait fortement le présupposé du commissaire de l'exposition et directeur de l'Albertina, Klaus Albrecht Schröder, qui fondait son propos sur, je cite, un consensus politique antifasciste qui serait la matrice commune de toutes les pratiques artistiques autrichiennes de l'après-guerre. Et le reproche principal adressé à cette importante exposition tenue en 2020 est qu'elle est une forme de réécriture de l'histoire de l'art contemporain autrichien sur un mode héroïque. L'art comme endroit de résistance, active ou passive, au fascisme et plus largement à un rapport non émancipateur au monde. Les œuvres étaient, et je cite Caroline Lilienshop, au centre de l'espace, les œuvres des actionnistes, au centre de l'espace d'exposition. Et le groupe est présenté tout au long du catalogue comme le collectif d'avant-garde autrichien le plus important, le plus innovant, le plus digne de figurer dans le canon. C'est devenu un refrain commun dans les écrits d'histoire de l'art autrichien d'après-guerre en Autriche, comme en témoignent également les publications du MUMOC à Vienne. Et l'autrice écrit ainsi: pourquoi parler de consensus, en particulier lorsqu'il n'y en a aucun? À propos de la saisissante Bodybuilding Action 19 d'Otto Mühl en 1965, documentée dans la section actionnisme viennois de cette exposition de 2020 par des photographies en couleur d'un homme ligoté avec du ruban adhésif trempé de peinture et faisant des offrandes de nourriture et de fleurs à la caméra, apparaît sous un jour différent lorsqu'elle est vue au travers de la commune de Friedrichshof, que réalisa ensuite Otto Mühl. Donc c'est une commune, une utopie politique anarchiste qui se transformera en secte et pour laquelle Otto Mühl sera donc condamné dans les années 90. Je continue de citer Caroline Lilienshop. L'historienne d'art autrichienne Brigitte Borchardt-Birnbauer en parle comme de la tentative la plus radicale d'utopie sociale qui a échoué en raison de ses structures de pouvoir hiérarchiques. C'est un euphémisme, et plus qu'un euphémisme, puisqu'après des années d'accusations de viol à la commune, Otto Mühl est condamné en 91 pour détournement de mineurs. Cette fin de l'actionnisme n'est nullement abordée dans l'exposition, qui avait besoin d'une analyse plus complexe de la relation entre l'autoritarisme politique et les pratiques artistiques que celle contenue dans la notion de consensus politique antifasciste, entre guillemets. Elle suggère également que les pièces de Renate Bertelmann, comme celle-ci ou celle-là, où ce sont des tétines percées de rasoirs ou de clous, donc avec une violence contenue, auraient eu une place plus importante au cœur de l'exposition plutôt que dans la section actionnisme féministe, ce qu'elles ne sont pas vraiment. Alors, ce qui explique en partie cela, c'est que Valier Export elle-même, dans les années 80, va définir
l'actionnisme féministe comme ceci. Cherchait à transformer l'objet de l'histoire naturelle mâle, le matériau femme, subjugué et asservi par le créateur masculin, en, c'est ça qui est important, une action et une créatrice indépendante, sujette de sa propre histoire. Et donc, quelque part, Valley Export mythologise sa propre performance, alors même, et cette tradition-là a conduit à minoriser, sans doute, dans l'historiographie, une autre tradition de pratique artistique féministe, moins spectaculaire, que Caroline Lilienshop appelle le féminisme in action, fondé sur une éthique féministe du soin. Donc je tenais à mettre cette phrase pour simplement signaler cette autre tradition, ou cette autre lecture de l'histoire de l'art féministe autrichien. Là, c'est un commentaire sur le travail de l'artiste Ingrid Wiener. Et vous pourrez, voilà, ce qui est important, c'est l'interdépendance et se concentrer sur maintenir des relations plutôt que activer un principe individualiste. Et j'en arrive à mon dernier moment, simplement pour évoquer très rapidement d'autres traditions de réaction à l'actionnisme viennois, c'est dire si ça a été structurant dans l'histoire de l'art contemporain autrichien, ce que j'appellerais une forme d'actionnisme blasé, où les actions sur un mode mineur et dérisoire, je vais commenter très rapidement deux artistes, Franz West et Erwin Wurm, avant d'arriver à Gélityne. Donc Franz West, dans ses études dans le style actionniste ou son mode d'emploi dans le goût actionniste, avec ses petits dessins sur lesquels des personnages surinent les uns sur les autres ou sur eux-mêmes. Franz West, qui a un goût assez prononcé pour l'humour de mauvais goût. J'en parle parce que vous l'avez peut-être vu, il y a une sculpture de Franz West, j'ai oublié de la mettre dans le PowerPoint, dans les jardins. Alors ce qui est fantastique, c'est qu'au départ, c'est du papier mâché, Franz West, c'est toujours des sculptures un petit peu dégueulasses, et ça termine en immense sculpture en aluminium ou en bronze rose dans les plus grandes fondations privées, alors que, enfin, excusez-moi pour cette expression, mais c'est littéralement des merdes. Et c'est vraiment un jeu d'avoir fait accepter au monde de l'art et de les avoir magnifiés en sculptures géantes, ce qui était au départ des petites sculptures de rien du tout en papier mâché. Bon, Cool Book, jeu phonétique sur l'expression italienne buco di culo, qui signifie trou du cul en italien, pardonnez-moi l'expression. Donc c'est cool books sur lesquels les spectateurs sont invités à venir s'asseoir dans l'exposition. Ça, c'est des photos que j'avais prises à l'exposition à Beaubourg, la rétrospective, il y a quelques années. Erwin Wurm avec ses One Minute Sculptures qui propose de rejouer pendant 1 minute un certain nombre de performances, des actions plus ou moins absurdes. Ça tient en 1 minute, n'importe qui peut l'incarner. Et donc, par exemple, celle-là, faire le chien pendant 1 minute, à laquelle, devant le Städelmuseum de Francfort, tous les visiteurs, visiteuses étaient invités à pratiquer pendant 1 minute la posture du chien. Et donc, vous voyez ce qui sépare, en fait, et c'est important de les mettre en parallèle. Là, c'est humoristique, là c'est de la dérision, tout le monde peut le faire, ça dure 1 minute, ça n'a pas du tout la même portée, évidemment, que la performance de 68. Et donc, ce que je voulais en arriver à Gélityne, qui est ce collectif autrichien qui est quand même l'un des absents des anthologies sur l'histoire de l'art contemporain autrichien. En tout cas, ça manque à la plupart des anthologies que j'ai pu consulter pour préparer cette intervention, alors que dans les années 2000, c'est peut-être l'un des collectifs artistiques les plus en vue dans le monde de l'art contemporain. Le monde de l'art contemporain globalisé, il commence à New York. Donc ce sont 4 artistes autrichiens qui sont nés entre 66 et 70, et ils ont moins de 30 ans au moment de leurs premières installations à succès.
Petite chose importante à souligner, ils viennent des arts appliqués. Il y a un intérêt et du design, donc il y a un intérêt pour la construction, les constructions de briques et de broc. Et ce qui va caractériser leur travail, c'est la dépense invraisemblable d'énergie régressive en pure perte, avec l'idée que la production est déviée de toute finalité productive, la sexualité de finalité reproductive, ce qui, soit dit en passant, est un petit peu la base de toute sexualité. Hein, il n'y a sexualité qu'à partir du moment où il n'est plus question de reproduction, sinon c'est de la reproduction. Et donc, tout cela, toujours traité sur le mode de l'hyperbole et réorienté vers une pratique de la fête. Donc je propose, je vais aller très rapidement, il y a un petit texte sur le site du Festival d'Histoire de l'Art qui résume cela. 5 entrées théoriques pour dessiner un projet esthétique et politique qui, alors non seulement, comme l'a dit un critique d'art dans les années 2000, déride les actionnistes viennois, alors c'est sûr, pour le coup, ça déride les actionnistes, mais je crois que ça va plus loin, et ça propose en creux, dans la régression et la bêtise, une forme de projet politique alternatif au monde dans lequel on vit. Donc, première entrée, faire la fête, puisque leur première exposition, qui s'appelait Délices percutanées à PS1 à New York, consistait en une grande fête. Ça se transformait souvent le samedi après-midi, comme il y avait un DJ en sorte de rave party. Mais ça avait un côté arrière de pavillon de banlieue américaine, avec du bricolage, des cabanes. Et donc là, par exemple, on était, comme il faisait très chaud, on était invité à venir se rafraîchir dans un igloo fait de réfrigérateurs. Donc là, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que la dépense d'énergie chez Gélatine est toujours orientée vers la jouissance. Alors on est assez loin des actionnistes. Et aucunement vers la productivité. Deuxième entrée, désexualité et indistinction. Je commence en citant ce théoricien états-unien, notamment de la culture populaire, Jack Halberstam, dans un ouvrage qui s'appelle The Queer Art of Failure, l'art queer de ne pas réussir. Le succès, dans une société hétéronormative et capitaliste, se réduit trop facilement à la maturité reproductive et au lien obligatoire qui s'établit entre hétéroreproduction et accumulation du capital. L'idée qu'on se reproduit pour se perpétuer, se reproduire, accumuler de la descendance. C'est dans 2011 ce texte. Et j'y relis ces photographies de Gélatine qui mettent à mal la puissance symbolique traditionnellement associée au phallus, puisqu'ils font ces photographies dans la nature, ils parlent ils se masturbent devant le paysage et parlent à l'époque de sexualité végétarienne. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils désérotisent complètement l'érection, par le vêtement d'abord, par une érotisation un petit peu queer et très régressive, puisqu'elle fonctionne par une régression à plusieurs coups. C'est à la fois l'enfant qui court cul nu sur la plage, c'est l'adolescent masculin qui se masturbe compulsivement, et c'est l'adulte qui joue de ces situations inadaptées socialement, dans une grande confusion et remise en question de ce qui est mature et raisonnable. Alors, on va même un petit peu plus loin dans cette performance dont le titre laisse présager le contenu, Gélatine at the Shore of the Lake Pipi Caca, ou à Frise, New York. Ils liront un certain nombre de textes pour une lecture à la chandelle avec des bougies fichées entre les doigts de pied et dans l'anus. Alors, l'un de leurs slogans était, avec la mauvaise orthographe délibérée, la décadence et la révolution viennent du cul. Donc ces orthographes fantaisistes et onomatopéiques sont récurrentes dans le titre des performances des Gélatines. Et au-delà de la régression au cours préparatoire, il s'agit d'étendre la réflexion sur l'indifférenciation des sexes et des orifices à la langue elle-même, confondant le masculin et le féminin. Leur exposition de 2008 au Musée d'Art moderne de la ville de Paris s'intitulait « La Louvre ».
et en confondant également le singulier et le pluriel pour ouvrir sur un univers non régi par les concepts de quantité, de différenciation sexuelle, mais dans lequel l'unique et le multiple, le masculin et le féminin sont en perpétuelle continuité. Ça, arc de triomphe, qu'il désigne comme un hommage au Viagra, avec cette sculpture de personnage qui fait le pont et son priapisme triomphant, puisque c'est une érection d'une quarantaine de centimètres, et déviant à la fois, avec cette assimilation des fonctions d'éjaculation et de miction dans un système de dépense qui est foncièrement improductif. Et donc là, le tour de force qu'il réalise dans une proposition comme celle-là, ça c'est une vue à la Fondation Prada à Milan, c'est de désexualiser et de déviriliser l'érection masculine. Alors on pourrait faire des analyses analogues sur la question des orifices. La fourbole est une ode à ces désirs polymorphes, qui est une extension au domaine des adultes de la proposition de Freud invitant à considérer l'enfant comme un pervers polymorphe. Donc dans une sexualité où rien ne peut se résoudre à une sexualité génitale reproductrice. Donc la fourbole, ils invitaient les visiteurs-visiteuses du vernissage à avoir des relations avec cette immense boule en fourrure constituée pour l'exposition. Je passe. Troisième entrée, cet informe objet du désir, avec l'idée de cette fiction à la fois théorique et pratique d'une sexualité qui soit radicalement non génitale. Je montre quelques images de l'inauguration de ce qu'ils ont appelé la Schlammsaal, la salle boue, lors de leur exposition au Kunsthaus de Bregenz en 2006. Donc on est vraiment quelque chose de l'ordre d'une fête non réglée, non régulée, avec la boue. Alors évidemment la boue qui vient surqualifier cet espace comme un espace informe, avec le volcan au milieu qui, dans différentes cosmogonies, peut avoir des connotations masculines comme des connotations féminines, et avec cette régression infrasexuelle, préadolescente, perverse polymorphe, des gélitines qui ouvrent vers une sexualité qui, elle, soit transgénitale, c'est-à-dire post-adulte, post-genre, où tout est dépense et dispersion jouissive d'énergie, au-delà des modèles traditionnels et plus normés. Et donc, ah oui, si, j'aime bien cette expression-là, je pense que je vais m'arrêter là. On a le remplacement d'une sexualité hétéro-reproductive. Alors, ce qui est intéressant, ils sont trois hommes hétérosexuels et un homosexuel dans le duo. Donc, il n'y a pas quelque chose de militant non plus là-dedans. Ça, c'est vraiment moi qui fais une lecture de ce que ça dit de notre rapport à la sexualité et ce que ça ouvre comme imaginaire. Le remplacement de la sexualité hétéro-reproductive par un modèle oscillant entre, d'une part, une pansexualité plurivoque, la partouze queer, et une infrasexualité régressive et jouissive, la pataugeoire. La régression et le pataugement dans la matière se déclineront dans leur tableau en pâte à modeler, et je terminerai par la production excrémentielle collectiviste où là, on avait invité les usagers de leurs toilettes à prendre en photo les excréments et à en faire un alphabet, ou Zapf of Pipi en 2005 à la Biennale de Moscou, où ils avaient installé une toilette au bout d'un couloir et d'une fenêtre en construisant cette cabane, en invitant les visiteurs et visiteuses du musée à uriner pour avoir ce stalactite géant d'urine. Dans All Together Now, on rentrait... Alors ça, ce qui était très intéressant, c'est qu'on m'a raconté qu'au vernissage, comme ça passait d'une pièce à l'autre, quand on s'asseyait sur le coussin, on ne savait pas sur quoi on s'asseyait. C'était confortable, c'était moelleux, c'était chaud. Et quand on traversait l'exposition, on se rendait compte que c'était un coussin rempli d'urine. Et là, ce qui est intéressant, c'est la citation. Puisqu'il y a cette idée de réutiliser toutes les formes de déchets pour en faire quelque chose d'artistique et d'autrement productif et de collectif.
Nous avons toutes et tous besoin d'uriner, c'est omniprésent, une sensation que nous connaissons tous. Nous voulions vraiment utiliser l'urine comme un matériau de construction. En fait, nous utilisons toujours les choses les plus normales dans ce qui nous entoure et les transformons en objets ou en installations. Pourquoi ne pas utiliser l'urine, un matériau qui sinon serait tout bonnement perdu? D'une manière un peu simpliste, on pourrait l'appeler une sculpture démocratique. Plus les contributeuristes sont nombreuses, plus l'œuvre devient confortable. Et je terminerai par ma dernière entrée, la dépense débile comme paradigme. La dépense débile, c'est aussi la dépense improductive. Là, ils sont déguisés en panettone et se laissent dévorer par les pigeons à Venise pendant la Biennale. Là, ils construisent pendant plusieurs mois un lapin géant tricoté avec les habitants du village du Piémont le plus proche, qui donne l'impression d'un lapin de cartoons écrasé du ciel. Et ce qui est très beau, c'est qu'aujourd'hui, ça ne ressemble plus du tout à ça. C'est complètement détruit, ça a perdu sa couleur. L'œuvre était vraiment une œuvre destinée à vivre, et donc c'est cette revisitation du land art sur un mode cartoonesque était aussi et surtout une œuvre participative destinée à disparaître. Donc, encore une fois, beaucoup d'énergie pour quelque chose qui va disparaître et improductif, mais, et c'est ça qui est important, qui crée de la relation entre les personnes. Et dernier exemple, Some Like It Hot, où à Venise, pour la Biennale en 2011, dans les Giardini, ils construisent un four. Alors, ils ont dû obtenir énormément d'autorisations parce qu'à Venise, les fours à bois sont interdits en raison des risques d'incendie. Donc, alors, il a fallu énormément d'autorisations pour obtenir l'autorisation d'en créer un pendant la Biennale. Et l'objectif était de fondre du verre. Évidemment, relation à la tradition verrière de Venise et des îles, de Murano notamment. Et donc, au lieu de faire un vase en verre de Murano, le verre était simplement perdu. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'artiste Christian Egger, qui leur demande dans un entretien s'il est possible d'emporter en souvenir un petit morceau de verre fondu par le fourneau une fois refroidi, les membres du collectif Gélatine répondent que ça n'est aucunement l'idée parce que, je cite, « ça ruinerait tout le projet si l'on produisait quoi que ce soit ». L'ensemble du projet, il est question de gaspiller beaucoup d'énergie. Donc la politique des Gélatines, en conclusion, c'est d'opposer un refus mou à l'idéologie de la production et de la reproduction, ou en d'autres termes, au capitalisme patriarcal, si on veut le formuler avec ces termes-là. Et par ce refus mou, ils grippent la machine productive. Ils n'ont pas de prétention utopique, ils ne prétendent à rien, ils ne tiennent pas de grands discours sur l'émancipation par la sexualité. Contrairement aux idéologues, les Gélatines agissent concrètement en offrant non des images, mais de véritables espaces contre-politiques d'émancipation par la régression, des contre-modèles opposés au discours dominant, vantant le productivisme. Ils sont irrémédiablement régressifs et infantiles, mais ils sont en même temps bien plus qu'infantiles, puisqu'ils ouvrent à ces espaces émancipateurs. Au cœur de la pratique de Gélitif se trouve donc un rapport à la dépense imbécile, à la dépense gratuite et immotivée, qui sidère autant qu'elle peut susciter le rire. Ils pratiquent ainsi un productivisme bête, dévié de toute finalité productive. Et ces œuvres sont bêtes dans le sens où Jack Halberstam conçoit la bêtise comme un lieu de résistance au modèle capitaliste de production et de reproduction. Elles sont bêtes dans leur refus obstiné de tout ce qui passe pour valorisant dans l'imaginaire social contemporain. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Morgane Labarre pour cette conférence qui est un vrai tour de force, je trouve, qui ouvre un horizon et qui démode un peu l'actionnisme viennois, ce qui est intéressant parce qu'on pense toujours que ça c'était un grand moment de la performance et donc de l'art contemporain. Et là, on est
dans autre chose qui est beaucoup plus liée, comme vous le dites, aux soins, à une critique. Je dirais pas le mot ludique vraiment. Je l'ai utilisé au début, c'était pas, il fallait pas, mais que c'est un autre mode de critique qui interroge et qui nous ramène, je pense, vers des choses qui nous intéressent aujourd'hui. La sexualité, le corps, le climat, l'environnement, on n'en sort plus. Donc c'est une lecture politique, mais sans vouloir être militante, et je pense que c'est très subtil. S'il y a des questions, on a un peu de temps parce qu'il n'y a pas de conférence qui suit. Voilà, donc prenez votre temps pour poser vos questions. Merci beaucoup pour cette contribution excellente. Je voulais vous dire que Vallée Export aujourd'hui, elle refuse effectivement une lecture féministe de l'action avec Peter Weibel aus der Mappe der Hundigkeit. C'est étonnant, mais elle dit aujourd'hui, elle n'a pas pensé à la situation genrée. Elle avait pensé à la déhumanisation, est-ce que c'est le mot en français, pendant les années nazies. Les gens juifs qui ont, vous savez. Donc c'est encore ça s'inscrit vraiment dans cette idée de réaction à un climat qui ne serait pas dénazifié dans l'Autriche de ces années-là, quoi. Et non pas une lecture. Mais c'est vrai qu'on a tendance à faire des lectures féministes. Enfin, on a une tendance à relire de manière féministe assez systématiquement un certain nombre de pièces. Et c'est vrai que là, oui, j'étais passé complètement à côté de cet endroit-là. Ouais. Merci beaucoup pour la précision. Dans le collectif Gélitine, est-ce qu'il y a aussi une forme de discours écologique dans l'idée de gaspillement d'énergie, puisque là c'était de l'énergie humaine. Alors c'est peut-être sûrement aussi une relecture à l'orée de la société d'aujourd'hui où la question écologique est importante, et là on a l'air d'être dans quelque chose de beaucoup plus moins porté politiquement, mais là on le voit sur les fours par exemple, il y a quand même aussi une énergie de l'ordre qui va polluer, qui va dégager de la chaleur. Est-ce qu'il y a cette dimension-là ou pas du tout ? À ma connaissance, elle n'est pas revendiquée comme telle. Et par ailleurs, c'est vrai que toutes ces pratiques-là, vraiment, je disais, on les voit beaucoup fin des années 2000, début des années 2010. C'est les années 2000, leur grande décennie. Ils continuent, ils sont toujours actifs, mais le moment de leur succès, le moment, Venise, c'est une forme de consécration, c'est 2011. On n'est pas encore dans le monde de l'art contemporain, dans cette attention très très aiguë à la question environnementale. Les questions d'anthropocène sont très peu posées, elles sont posées, mais beaucoup plus marginalement à ce moment-là. Et donc, moi, je ne dirais pas que je les relis, je fais une relecture depuis aujourd'hui, parce que pour le coup, cette analyse, je l'avais ébauchée il y a 2018 à peu près, et la question n'est pas tant qu'il y ait une intention des artistes disons aller écologistes pour aller très vite, mais qu'est-ce que ces images, ces pratiques nous disent de notre rapport à la question de la production, individuelle comme collectif. Et c'est là où, pour moi, ça devient très intéressant, c'est que, quelque part, qu'il l'ait voulu ou pas, et c'est là où je trouve qu'on reconnaît les artistes importants, ou les grands artistes, c'est qu'il l'ait voulu ou pas, ils parlent du monde dans lequel on vit avec une très grande acuité, et des questions qui traversent le monde dans lequel on vit avec une très grande acuité.
Ça, c'est la lecture positive. La lecture un peu négative, c'est ah oui, vous plaquez vos analyses et vos grilles idéologiques sur les artistes. Je trouve que dans le cas de Gélatine, ça marche, donc à la limite, voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien, merci. Bonjour. J'ai une petite question en ce qui concerne les influences de la scène artistique autrichienne sur d'autres scènes des mêmes années. Et je pense surtout par exemple à Gina Pane et au rapport qu'elle pourrait avoir avec les exemples surtout de Günter Bruce et voilà, de ce masochisme et de cette violence démontrée vers elle-même. Voilà. Il me semble que les actionnistes précèdent un petit peu le moment d'art corporel. Donc Gina Pane, Journiac, Acconci, etc. On est sur la fin des années 60, début des années 70, et les actionnistes précèdent un petit peu ça et vont avoir quand même une assez grande visibilité dans le monde de l'art et de la performance occidentale. C'est-à-dire ça va vraiment être, ça va marquer beaucoup les esprits à ce moment-là. Et donc il y a évidemment des circulations. Je dirais pas qu'il y a quelqu'un qui a, enfin comment dire, ce sont des jeux d'influence réciproque. Après, je pense. Mais là, il y a peut-être des personnes dans la salle plus expertes que moi à cet endroit-là et sur cette période-là qui pourraient répondre. Mais clairement, il y a une parenté d'intérêt et de pratique et de questionnement. Ouais. Mais je sais plus si dans Laurence Bertrand d'Orléac en détaille cela, mais je pense qu'il y aurait des réponses dans l'ordre sauvage à la question. Merci pour votre présentation. J'étais assez admirative des performances de Vali Export. Pardon. Est-ce qu'elle était la seule femme dans le groupe des actionnistes viennois dans cette période ? Alors, elle n'était pas dans le groupe des actionnistes viennois. Oui, vous avez parlé de leur misogynie. Oui. Non, elle a une pratique, mais alors là, je préférerais laisser répondre les collègues autrichiennes qui sont bien plus expertes, mais à ma connaissance, oui, il y a d'autres artistes femmes. Moi, j'en ai peu montré, mais c'est pour ça que j'ai mis les quelques... Comme je savais que j'allais pas assez en parler, j'ai mis les références des expositions pour qu'on puisse aller un petit peu regarder. Mais oui, il y a quand même un réseau d'artistes. Alors, pour ce qui est vraiment de la performance et action publique, je crois que c'est moins présent, ou en tout cas, je ne sais pas si une histoire fine a été faite aujourd'hui. C'est un petit peu plus clair pour ce qui est de pratiques plus, disons, j'allais dire traditionnelles, en tout cas hors du champ de la performance, où là, il y a un certain nombre de noms qu'on peut citer, dont on a parlé tout au long du festival. Mais pour ce qui est de la performance elle-même, je ne saurais pas répondre plus précisément. J'aurais encore une question par rapport aux spectateurs, en fait, et cette fameuse notion de participation du spectateur qui était importante pour la performance dès le début. Et lorsqu'on voit ces images des actionnistes et on voit le public qui est quand même là, mais qui n'est pas du tout invité à participer. Et là, on est avec Gélatine, on s'assoit sur les coussins en urine, etc. Donc ça, c'est... comment on peut... Ce trajectoire, est-ce que c'est quelque chose... Comment on se sent appelé lorsqu'on est présent physiquement dans ce type de performance?
C'est une très bonne question. Je ne tracerai pas un trait, je dirais pas qu'il y a une évolution entre l'actionnisme et Gélitin. Chez Gélitin, ça reste, au fond, là où ils sont quand même un petit peu dans la tradition des actionnistes. Disons, si on se place dans des distinctions entre eux, des distinctions typologiques entre performance, happening, art corporel, etc. Finalement, ils sont quand même encore dans une tradition de performance parce que c'est souvent leur propre corps qu'ils mettent en scène dans les performances. Je dis une partie des performances induites par la prise de Viagra, etc. Ils l'ont vraiment fait dans les années 2010. Donc, il n'y a pas une participation pleine et entière des spectateurs. En revanche, ils sont invités à venir contribuer à l'ensemble de l'œuvre quand elles sont participatives. Mais c'est une distinction qui est assez intéressante. Il y a une partie vraiment de performance où ils se mettent un peu en scène avec évidemment on ne peut pas ne pas le lire comme une réponse ironique aux performances ritualisées des actionnistes et en particulier d'Hermann Nietzsche. Qui fonctionne un petit peu en termes de dispositif, quelque part de la même manière. C'est-à-dire, le public choisit d'inviter à venir participer à cette sorte de rituel, mais toujours sous la houlette du chef d'orchestre, pour ne pas dire gourou, qui est Nietzsche, dans ces moments-là. Et alors, et pour le coup, ce qui est intéressant avec les performances de Valley Export, c'est qu'elles déplacent, là où elles sont vraiment intéressantes et qu'elles viennent frôler la question de l'activisme, c'est qu'elles se déplacent du cadre relativement fermé dans lequel ont lieu des performances, certes très radicales, mais faites par des artistes, donc dans un dispositif entre guillemets art contemporain, qui rassemble essentiellement des artistes, à la rue ou le cinéma pornographique, mais qui sont des espaces publics. Et là, ça change complètement. Et pour le coup, Gélitin n'est pas dans ce type d'intervention ponctuelle, là, de perturbation de l'espace public. Ce qui est très très net, en revanche, dans le cas de toutes les propositions que j'ai montrées de Valley Export. On aurait tellement aimé avoir Valley Export ici. On lui a adressé une invitation, mais elle est un peu âgée, donc elle n'a pas pu venir. Sinon, elle aurait pu témoigner elle-même. Mais en même temps, je comprends parce qu'elle ne veut pas toujours être placée dans ce passé-là, comme si elle n'existe plus en tant qu'artiste aujourd'hui, mais elle est toujours productive aussi. Et je dois dire là-dessus que moi j'ai été vraiment j'ai beaucoup apprécié votre conférence hier parce que ça m'a ouvert à toute une partie de l'œuvre de ces artistes, toute la réflexion sur le langage, l'impossibilité du langage et des pratiques moins spectaculaires. Et qu'on connaît aussi un petit peu moins dans l'histoire de l'art contemporain parce que, qu'est-ce qu'on retient en général? L'actionnisme viennois parce que c'est très spectaculaire et souvent évidemment Nietzsche plus que Bruce parce que c'est plus spectaculaire, et Valley Export, l'image de Genital Panic, on l'a toutes et tous en tête quand on a fait des études d'histoire de l'art, et en général on ne va pas beaucoup plus loin que ça, donc c'est vraiment important de les remettre dans le contexte parce que en réalité c'est une mais infime partie de la production artistique, ou en tout cas ça ne rend pas raison de l'ensemble de la complexité de la pratique de l'artiste. J'ai assisté aussi à la conférence d'hier sur l'importance des textes que vous relevez, et en fait les deux conférences se complètent bien. J'avais une question, c'est que dans toutes ces performances, le carton d'invitation, la communication, et donc le graphisme qui va avec, prend énormément d'importance, puisque c'était une œuvre qui va être éphémère. Et en plus, on le comprenait bien hier avec la conférence de ces interventions de femmes, la typo, le langage est quelque chose qui s'impose très fort. Est-ce que ça a été étudié ou est-ce que ça va le devenir?
Ces questions de typographie et de carton, d'affiches. Je pense que ça a dû être étudié par les spécialistes. Moi, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Edith Futcher, peut-être que vous avez des éléments de réponse, non? Donc pas d'éléments de réponse là-dessus. Mais ça serait un sujet s'il y a des futurs doctorants ou doctorantes dans la salle. Voilà un sujet. Merci. Je pense qu'il est temps de clore. Merci beaucoup. Merci.